encore merci d'être avec nous, Thomas. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. C'est vraiment sympa. Et on va terminer ensemble cette matinée. On est très content de t'avoir avec nous pour deux raisons. D'abord pour l'entreprise que tu représentes, Cdiscount. Le rang de l'e-commerce français, je crois que, j'espère plutôt que vous avez déjà tous commandé sur Cdiscount et que vous continuez. J'espère aussi. Dans le retail, on parle de repeat, hein, c'est très important comme métrique. Créé en 1998 Oui. À Bordeaux. À l'origine, je crois que c'était le CD et le DVD, hein, c'est ça? On va C'était les CD d'occasion, c'est de là que vient le CD de Cdiscount. Excellent. Et depuis, vous êtes développé avec une croissance, on parle beaucoup de croissance ici, fantastique, franchement, puisque plusieurs milliards de ventes déjà en 2026, et une offre propre, et surtout une marketplace. Vous êtes le plus grand magasin français, je crois. Hein. Ouais, on propose 20 millions de produits et on fait quasiment 3 milliards d'euros de volume de vente sur la plateforme. Ouais, bon, je pense qu'on peut les applaudir pour ça. C'est assez... franchement, c'est assez dingue. Hein. Voilà, on a des entreprises extraordinaires en France, il faut se le rappeler. Donc, on est content pour ton entreprise, évidemment, et on est aussi content pour toi. De t'accueillir, toi, en tant que, si je peux me permettre, un individu, bien sûr patron d'une très belle entreprise française, mais qui a aussi un très beau parcours. Je voulais le souligner ce matin. Tu as commencé, tu es polytechnicien, si je ne me trompe pas, école d'ingénieur. Tu as commencé dans le secteur public. Ouais, tout à fait. J'ai fréquenté un peu ces murs. Bon. Donc voilà, tu as bien évolué. Et puis tu as un parcours aussi dans la tech. Voilà, tu es un passionné, je peux le dire comme ça peut-être, de technologie. Et aujourd'hui tu es un dirigeant, tu es un patron et tu exerces à ce titre bien des métiers. Voilà. Est-ce que tu veux rebondir par rapport à ce portrait plutôt élogieux Je crois, hein. J'ai travaillé. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu voudrais nous partager? Non, je pense que pour le coup, c'est un plaisir de revenir ici. J'ai évoqué que j'ai démarré effectivement pour le ministère de l'économie. Alors j'étais basé à Bordeaux, mais j'étais régulièrement en ces murs. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette passerelle et ces liens entre le secteur public et puis le secteur privé, parce qu'on a sur ces sujets de technologie des enjeux de souveraineté. Nous, on le voit bien, on est face à des concurrents qui sont des concurrents très principalement étrangers. Hein, quand on regarde les grands acteurs du e-commerce, on est sur un écosystème numérique où il y a énormément de solutions qui sont des solutions qui sont extra-européennes, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur les enjeux de souveraineté et l'IA renforce encore plus ces sujets-là, avec toujours ce trade-off qu'on vit au quotidien entre, en fait, il faut quand même que j'utilise la meilleure solution possible, parce qu'en fait, c'est ce qui me permet de tenir la compétition face à des acteurs qui, eux, utilisent ces solutions-là. Et en même temps, comment est-ce que je m'assure que je soutiens l'émergence et le développement de solutions européennes. Le sujet des modèles d'IA est pour moi un excellent exemple de dilemme auquel on est confronté au quotidien. Avantage compétitif, on a parlé ce matin. Alors, on a organisé notre discussion en deux parties avec Thomas, et puis on vous invitera, si vous êtes d'accord, là pour le coup c'est vraiment si vous êtes d'accord, à poser vos questions en dernière partie, et puis aussi à nous interroger sur le métier de Thomas, et peut-être sur aussi le baromètre. Si vous aviez des questions, je pourrais y répondre. Alors première partie, je voulais te faire évidemment réagir par rapport à tous ces chiffres qu'on a donnés, mais quelques chiffres, je vais les rappeler parce que la répétition c'est l'éducation, je ne vais pas être long. On a cité trois grandes tendances, Thomas, ce matin. 98% des entreprises déjà constatent un impact direct de l'IA sur leur croissance, pas seulement sur leur chiffre d'affaires, mais l'attribuent à leur croissance. Et ça, c'était au bout de 4 ans d'existence d'une technologie par rapport à ce baromètre, quelque chose qu'on n'avait jamais observé avant. On a constaté aussi ce matin la vitesse, l'accélération à laquelle l'adoption se faisait. Je ne vais pas redonner des chiffres, je pense que tout le monde les a pris en photo, mais il y a une vitesse qui est très marquée par rapport à ce qu'on avait observé sur le digital depuis les années 2001. Et enfin, on a parlé de formation. Je pense que tu as tout entendu sur ce qui vient de se dire précédemment sur la formation. Finalement, ce qu'on a constaté à travers ce sondage, c'est ça ne remplace pas les équipes, ça les transforme. Oui, tout à fait. Et voilà. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ces différents insights? Je pense que, en tout cas, le premier élément, c'est qu'il y a les chiffres, tu vois, sont très rassurants. On
voit bien la transformation que ces technologies apportent. C'est un effet d'accélération par rapport à ce qu'on pouvait déjà faire avec les modèles historiques de machine learning qui quelque part ont été, en tout cas chez nous, mais je pense dans beaucoup d'autres organisations, un peu la chasse gardée de nos équipes data science. L'arrivée des LLM, à la fois elle permet d'adresser des cas d'usage qu'on ne savait pas adresser avant, et puis elle permet aussi de sortir quelque part l'accès à ces modèles, à ces technologies des équipes qui en étaient quelque part propriétaires. Et ça, je trouve que c'est rassurant de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont sauté ce pas-là et qui en fait sont capables de dire moi dans mon business ça commence à avoir de l'impact. Je pense que c'est important parce que nous on le voit, ça a de l'impact chez nous de façon significative, mais on a aussi dans notre ADN, un ADN très tech, tu l'évoquais, c'est aussi je pense ce qui m'a donné la chance aujourd'hui de diriger l'entreprise, c'est qu'on a vraiment ces deux pieds, avec d'un côté un pied commerçant, qui est notre ADN historique, et puis un pied technologique qui s'est développé avec le développement de la marketplace, parce qu'en fait quand vous commencez à vous passez d'un modèle de distribution où vous avez quelques dizaines de milliers de produits à un modèle où vous en avez des dizaines de millions, évidemment, en fait ça tourne pas sans l'IA, et nous l'IA elle est au cœur du modèle économique depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc ça c'est rassurant de voir que même des entreprises qui sont pas, on va dire, tech natifs, qui ont peut-être parfois eu un peu de mal à basculer dans le monde digital, en fait se rendent compte et voient déjà un effet positif de l'IA. Et ensuite, la prise de conscience sur le niveau de transformation que ça va nous demander. Pour moi, la transformation qui est en train d'arriver, elle est encore plus fondamentale que la transformation numérique. Parce qu'en fait, le numérique, on a changé l'outil qu'on donnait aux personnes, mais quand on regarde les métiers de fond, ils n'ont pas tant changé que ça. On les fait un peu différemment, mais en fait, il n'y a pas de remise en question si profonde que ça des typologies de métiers. Vous regardez notre organisation aujourd'hui par rapport à nos mêmes organisations il y a 25 ans, vous avez à peu près les mêmes directions, vous avez à peu près les mêmes ordres de grandeur de personnes dans les services. Il n'y a aucune direction qu'on a divisé par 10 en nombre de personnes entre 99 et aujourd'hui, quand vous voyez une organisation de distributeurs traditionnels. Je suis convaincu que l'IA, que ce qu'on est en train de vivre, notamment avec les dimensions agentiques, va avoir un effet de transformation du contenu des métiers, pas seulement des outils mais du contenu des métiers, beaucoup plus important. On le voit déjà nous, par exemple dans nos équipes de développement. On passe d'un geste métier qui est basé sur la rédaction de code à un geste métier qui est basé sur la relecture, avec des problèmes par exemple de fatigue cognitive, parce qu'en fait vous avez un sujet de changement de contexte beaucoup plus fréquent. Auparavant, quand vous faisiez du développement, vous rédigez tout, même assisté, parce qu'on avait déjà mis en place des outils d'assistance à la rédaction de code, vous aviez un sujet où vous basculiez, en fait vous mettiez une journée, 2 journées à développer votre brique de code que vous aviez livré. Aujourd'hui, quand vous faites de la relecture, vous pouvez relire 10 briques de code différentes dans la journée. Donc en fait, le fondamental même du métier est en fait extrêmement différent. Et ça, on le voit nous dans le développement, mais je pense qu'on va l'avoir dans beaucoup de métiers. Et puis, ça veut dire que de l'autre côté, parce que moi, pour le coup, je suis très optimiste là-dessus, on le voit dans toutes les grandes révolutions technologiques, ça a eu un effet de création nette d'emplois. Donc, mais de création nette d'emplois qu'on n'imaginait pas à l'époque. Quand vous aviez à la suite de la Seconde Guerre mondiale 40% de l'emploi qui est dans le monde agricole, personne n'imaginait ce que deviendraient tous ces emplois qui allaient disparaître avec la mécanisation pour devenir la société tertiarisée qu'on connaît aujourd'hui. Et donc en fait, cette transformation dans la structure même des métiers, en fait, je pense qu'on en est au début, mais en fait, elle va forcément avoir un effet beaucoup plus fort. Et donc pour moi, c'est très rassurant de voir les organisations qui saisissent du sujet et qui en plus se disent, on a un enjeu de formation, il faut qu'on accompagne nos équipes, il faut qu'on transforme la façon dont nos équipes appréhendent ce sujet de l'IA et s'en emparent au quotidien. C'est super intéressant. Donc toi, tu dis qu'on est qu'au tout début, qu'on est en train de s'adapter finalement, et on va se transformer, et on va créer de la valeur bien plus qu'on ne croit dans les années. Complètement. Et ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, quand vous regardez, si on prend un aspect plutôt macroéconomique, on a en France une réduction depuis une quinzaine d'années de l'augmentation de la productivité. Et c'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un sujet de pouvoir d'achat. Parce que quand vous prenez un peu de hauteur, le premier facteur de gain de productivité, aujourd'hui, les gains de productivité ils sont faits principalement dans l'industrie sur les 70 dernières années. Quand vous avez moins d'industrie, c'était plus tourné sur les services et le tertiaire, de facto, vous faites naturellement moins de gains de productivité. Il y a moins de gains de productivité, il y a moins d'augmentation de salaire, c'est mathématique. Et donc en fait, le sujet du pouvoir d'achat est notamment lié au fait qu'on a perdu en gain de produit, enfin on a ralenti le gain de productivité. Pour moi, l'IA est une opportunité de retrouver des gains de productivité très importants dans la sphère tertiaire, qui est aujourd'hui le cœur de l'économie française. Sujet clé parce qu'on est à Bercy. En plus, quand tu parles de gains de productivité, évidemment d'augmentation des salaires et de pouvoir d'achat, je pense que ça a un écho particulièrement important ici.
Alors, on voulait aussi tous les deux discuter tu voulais partager un peu ce que tu fais concrètement chez Discount avec tes équipes avec l'intelligence artificielle. Je vais juste rappeler que le retail, c'est un métier qui est extrêmement divers et complexe, puisque évidemment vous gérez au quotidien des ventes. Tu l'as rappelé, il y a un métier de programmeur dans tes équipes. Il y a de la supply avec une complexité pour que le colis vous arrive chez vous. Je pense qu'on peut tous imaginer. Il y a du marketing, il y a de la communication, il y a l'analyse concurrentielle par rapport au pricing notamment. Bref, il y a beaucoup de métiers dans vos métiers. Et je crois que tu voulais nous partager déjà quelques cas d'usage concrets autour de l'intelligence artificielle liés d'abord à l'expérience client. Effectivement, c'est pour illustrer, je pourrais aussi répondre aux questions, je ne vais pas être trop long. On distingue vraiment nous trois grandes typologies en fait d'enjeux et d'usage de l'IA générative dans nos métiers. En gros, on a d'un côté, le premier cas, c'est des situations où en fait on va améliorer des choses qu'on faisait déjà. En fait, on vient intégrer des briques d'IA générative à l'intérieur de workflows de systèmes existants, en complément ou en remplacement parfois de modèles de machine learning traditionnels. Et donc là, par exemple, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on a amélioré les systèmes de catégorisation des produits. Donc en fait, on a aujourd'hui un enjeu qui est quand un vendeur marketplace vient créer un produit sur la plateforme, le premier enjeu, c'est de le mettre dans la bonne catégorie. On en a 7000. Et par exemple, c'est important parce que quand vous faites une recherche dans le moteur de recherche, la première chose qu'on fait, il y en a 1 milliard de recherches par an, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de trouver la catégorie de produit qui correspond à votre recherche. Donc en fait, si votre produit est mal catégorisé, en fait, il apparaîtra pas. Et en fait, quand on retrouve un produit qui est mal catégorisé, qu'on le remet dans la bonne catégorie, en fait, on fait entre plus 30 et plus 50% de ventes dessus. Donc ça, c'est important. Donc, non, mais on se parle d'impacts qui sont absolument immédiats. C'est évidemment important pour nous, mais c'est encore plus important pour notre partenaire vendeur, parce que lui, quelque part, si son produit est dans la catégorie, lui, il fait pas de vente. Quoi. Donc c'est effectivement vraiment important. Et en utilisant de façon complémentaire notre modèle historique de machine learning et des outils d'IA générative, on a divisé par 2 le taux d'erreur. On a divisé par 2 le taux d'erreur. Et en fait, on se parle, pour vous donner une idée, on peut créer jusqu'à 1 million de nouveaux produits chaque semaine. Et en fait, ça veut dire qu'on catégorise correctement entre 50 et 100 000 produits de plus chaque semaine. Et ça, c'est un cas d'usage qui en fait est l'intégration d'une brique supplémentaire dans nos systèmes. Le deuxième grand bloc, c'est comment est-ce qu'on change fondamentalement la proposition de valeur qu'on fait à nos clients. Et là, on a 2 cas qui sont assez emblématiques, mais en fait, il y en a à plein d'autres endroits et on voit bien d'autres périmètres sur lesquels on peut aller. Le premier, c'est le modèle de recherche sur le site. Aujourd'hui, quand on a 20 millions de produits et qu'on a un client qui arrive à l'entrée du site, il faut nous voir comme un énorme site de rencontre. En fait, il faut qu'en moins de 200 millisecondes, je vous trouve le produit qui correspond à votre recherche. On y arrive plutôt bien, mais on sait qu'il y a des choses qui sont perfectibles, notamment quand vous arrivez avec un besoin pas très bien qualifié ou quand vous êtes encore dans les débuts de votre phase de recherche. Globalement, on est très bon quand vous avez très précis de ce que vous voulez, et plus vous avez une demande un peu générique, plus en fait plus on a chance de tomber à côté, voilà, pour le dire très prosaïquement. Et ben en fait, le chatbot, il va venir répondre à ce problème-là. Parce qu'en fait, il va vous permettre de qualifier votre demande. Vous allez faire une demande un peu générique, et en fait, le chatbot, il va vous poser des questions pour clarifier votre demande, pour que derrière, on puisse utiliser tous les systèmes de recherche. Donc en fait, on vient utiliser, et c'est tout l'intérêt des modèles technologiques de MCP, c'est qu'en fait, on donne accès à toute la richesse fonctionnelle qu'on a déjà développée à des agents qui derrière vont venir utiliser les tris, les filtres, les mots-clés. Ils vont être capables d'évaluer la qualité de la réponse qui leur est fournie, savoir s'il faut du coup faire une nouvelle requête différente, successive ou alternative, et en fait, ils vont du coup être capables de vous donner une expérience de recherche beaucoup plus riche et beaucoup plus efficace. Et donc, on le voit aujourd'hui, en fait, les clients qui utilisent ces systèmes-là, ils transforment mieux que les clients qui utilisent les moteurs de recherche naturels. Et de l'autre côté, pour nos vendeurs partenaires, on a donc plus de 10 000 vendeurs, la création de produits, c'était un énorme problème. Parce qu'en fait, c'est OK qu'on avait 7000 catégories. Derrière chaque catégorie, on peut avoir un modèle de données différent. Donc en fait, on va vous dire que si vous vendez des bouteilles d'eau, je vais vous demander si elle est plate ou gazeuse, je vais vous demander si la bouteille elle est en verre ou en plastique, etc. Et en fait, ça évidemment, c'est différent. Si vous vendez un verre, je vais vous demander s'il va y avoir des sites différents et des questions différentes. Je vais vous demander la contenance. Et donc du coup, le modèle, c'était que nos vendeurs, ils devaient se dire, OK, c'est quoi la catégorie Cdiscount qui correspond à mon produit? Évidemment, c'était pas la même que dans leur PIM, sinon ce serait trop simple. Et ensuite, ils devaient aller chercher le modèle de données, faire le mapping à la main, tout ça, 7000 fois,
Donc je vous laisse imaginer que globalement, ils faisaient les 100 ou 200 plus grosses catégories quand ils étaient motivés, et puis le reste, c'était tant pis pour nous. Avec l'IA générative, on a créé ce qu'on appelle le catalogue magique. Le catalogue magique, c'est que vous nous faites un export à plat de votre PIM et on cherche de tout. On a du coup des agents qui vont récupérer les données non structurées, comprendre quelle est la catégorie, aller chercher le modèle de données, faire le mapping des attributs un par un, créer des attributs bornés, tout ce qu'on peut imaginer, créer du coup le fichier qui est prêt à être importé. Le vendeur a juste à valider, à le relire pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et à la fin, les produits sont créés. Ça représente plus d'1 million de produits créés et plus d'1 million d'euros de vente sur le mois de décembre 2025. Donc en fait, on est déjà sur des choses qui vont améliorer. Et enfin, le troisième volet, c'est la transformation du quotidien de nos équipes. Et là, en fait, on a fait un choix assez fort dès le début, c'est il faut que nos équipes aient accès aux meilleurs outils pour en fait pouvoir prendre des initiatives. Et donc en fait, le boulot, et moi la mission que j'ai donnée à nos équipes IT là-dessus, c'est votre job, c'est de donner les meilleurs outils possibles à nos équipes et qu'en fait, elles aient ce qu'il faut pour pouvoir faire des expérimentations. Donc on a par exemple fait le choix on a testé Copilot, on a arrêté. On a ensuite basculé sur GPT. On a fait, aujourd'hui, on a plus de 800 collaborateurs qui échangent en moyenne 120 messages par mois avec GPT, chacun, et qui ont créé des GPT, ou des petits agents qui sont utilisés pour certains par 10 ou 20 personnes dans la boîte, par exemple sur la prise de rendez-vous pour nos fournisseurs, qui en fait a permis de fluidifier la prise de rendez-vous. Et ça, c'est une équipe, quelqu'un qui a passé du temps, qui disait ça, j'ai un problème, ça me pose une difficulté, en fait, est-ce que l'IA peut m'aider? Et ça, pour nous, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on est convaincu qu'il faut que les initiatives, elles partent des besoins de nos clients et qu'elles partent des problèmes de nos équipes. Et on n'est pas donc en fait, on n'est pas dans une logique de grand plan, on fait de listing d'actions, on est une logique où comment est-ce qu'on donne le pouvoir au plus près du terrain. Et puis quand ça commence à marcher, comment est-ce qu'on le partage, comment est-ce qu'on le diffuse, comment est-ce qu'on en fait un élément qui est un élément de succès collectif. Et puis enfin, là où pour le coup, on est en train de passer à une toute autre échelle, c'est sur la partie du développement informatique, parce que la technologie a évolué. Je vous évoquais tout à l'heure dans la table ronde de l'arrivée d'Opus 4.5, en fait, ça fait une révolution en termes de capacité à écrire du code complexe. Et là, pour le coup, on construit et on utilise déjà une usine agentique qui, en fait, permet, à la fois sur de la production de nouveaux codes et sur de la refonte de code historique, de code legacy, en fait, de comprendre le code legacy, d'en extraire les règles techniques, les règles métiers, derrière d'aller vers la conception de la nouvelle architecture, la description du plan d'implémentation, l'implémentation et le test. Et en fait, on a déjà des équipes qui exploitent cette usine-là, donc on est encore dans une étape où on relie et on retravaille les outputs des agents sur chacune de ces grandes étapes-là. Mais en fait, aujourd'hui, on a déjà divisé par plus de 2 le temps de refonte de système legacy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la première, c'était plutôt un peu plus long parce qu'il fallait construire l'usine, mais dès le deuxième coup, on divise par 2, et quand on continue, on voit bien qu'on est de plus en plus rapide, parce qu'en fait, l'usine qu'on a développée, c'est exactement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, on finit par construire une usine qui, en fait, est capable de faire la chaîne de bout en bout. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a des équipes de développement aujourd'hui qui, en fait, maîtrisent pour certaines de leurs trucs plus de code directement, et on a aujourd'hui du code qui part en production qui est 100% écrit par des agents. Donc en fait, cette transformation-là, cette rupture-là, elle change fondamentalement parce que du coup, la capacité à produire du code n'est plus l'élément limitant de votre capacité à améliorer la plateforme, à améliorer l'expérience client. Et donc ça, c'est une transformation hyper forte. Et nous, évidemment, si on est 2000 salariés, on en a entre 700 et 800 qui développent la plateforme. En fait, ça nous donne un effet d'accélération. On voit déjà un effet d'accélération. Mais là, on voit bien qu'on est en train de changer de paradigme, même de répartition des rôles, entre ce qui est fait par les équipes métiers et produits, ce qui est fait par les équipes tech. Donc voilà, c'est tout le chantier qui s'ouvre devant nous sur cette année 2026. Je crois qu'on peut l'applaudir. Parce que c'est quand même assez... Voilà. Franchement, assez impressionnant ce que vous avez mis en place. Ça paraît 3 volets qui améliorent la vie de tes partenaires, de tes commerçants, et évidemment, tu améliores ton efficacité et ta performance. J'ai une question un peu solennelle à te poser, si tu veux bien. C'est est-ce que l'IA a un impact sur ta croissance? Oui, du baromètre, c'est pour ça que je te la pose. Non, mais évidemment qu'il y a un impact sur notre croissance, et elle en aura de plus en plus. Et en fait, elle va. Le challenge, moi je suis convaincu que l'arrivée de l'IA générative, ça va accélérer la compétition. Parce qu'en fait, ça donne la capacité à être meilleur pour nos clients. Donc nous, on arrive à le faire,
Mais nos concurrents, ils sont pas fondamentalement plus, enfin, ils sont même plutôt assez bons. Enfin, franchement, on est quand même dans un secteur où ça se bat pas mal. Hein. On peut penser à des gros Américains ou des gros Chinois. Donc en fait, le niveau d'exigence va monter. Tout comme vos attendus en termes de e-commerce, à titre de consommateur, ont été révolutionnés. Il y a 20 ans, vous n'aviez pas du tout les attentes que vous avez aujourd'hui par rapport au e-commerce. Enfin, moi, je suis convaincu que dans 5 ans, on n'aura plus les mêmes attentes par rapport à tous les services numériques qu'on consomme. Et donc en fait, le sujet de l'IA, c'est pas simplement est-ce que je fais mieux et je fais de la croissance, mais en fait, c'est est-ce que je tiens le rythme, est-ce que je continue à être parmi les leaders qui construisent l'expérience et les attendus d'expérience client de mes clients et des consommateurs. Et donc, en fait, le vrai risque de l'IA, c'est pas est-ce que j'ai le bon modèle, est-ce que j'ai un problème de sécu. Non, c'est en fait est-ce que je suis en train de mettre en place une organisation qui va continuer à innover de plus en plus vite et au nouveau rythme où il va falloir innover. Le digital nous a déjà fait accélérer, mais en fait l'IA va nous faire accélérer sur le rythme de l'innovation. Et à la fin, bah, comme toute grande révolution technologique, quand on reprend pareil un peu de hauteur, elles ont eu deux effets. Elles ont augmenté la diversité et la qualité de l'offre de produits et de services. On est passé de la Ford T noire, vous savez la couleur, il fallait qu'elle soit noire, à des gammes pléthoriques de voitures. Et deuxièmement, elle a fait baisser les prix. Et en fait, on doit avoir systématiquement, et moi quand je regarde les sujets sur lesquels on investit, je me dis, est-ce que ça améliore l'expérience pour nos clients? Est-ce que ça permet de mieux traiter, notamment des cas qui ne sont pas le cas de la voiture noire standard, mais en fait, est-ce que je suis capable de mieux traiter des cas un peu plus atypiques, où je sais qu'aujourd'hui je ne suis pas forcément au rendez-vous, parce que je suis convaincu qu'elle va nous aider en baissant en fait le coût de développement de nos plateformes, le coût de gestion du cas spécifique, elle va en fait nous permettre d'aller traiter beaucoup plus couvrant et de quelque part faire une forme de personnalisation à l'échelle de façon beaucoup plus efficace. Et donc en fait, est-ce qu'on est bien dans cette direction-là? Et le deuxième, c'est est-ce que ça me permet de réduire mes coûts? Parce que de toute façon, les révisions technologiques, elles ont fait baisser le coût des services et des produits. Donc en fait, si à la fin, ça ne me fait pas baisser les coûts, je vais être dépassé par des gens qui vont exploiter cette nouvelle technologie pour être moins cher, pour être plus performant. Donc en fait, il n'y a pas d'autre choix que de réussir ces deux transformations-là, parce qu'en fait, c'est une révolution technologique qui va changer fondamentalement la façon dont on s'organise, qui va changer fondamentalement les attentes de nos consommateurs. Et donc en fait, la seule question, c'est comment je transforme mon organisation pour qu'elle soit capable d'être parmi les leaders de cette nouvelle économie qui est en train de se construire sous nos yeux. C'est une très belle conclusion. Merci Thomas. Merci beaucoup. Est-ce que, on va prendre quelques questions dans la salle, est-ce que vous avez des questions pour Thomas? Passez le micro, je crois que David devait le faire, mais Vincent, tu peux m'aider s'il te plaît à passer le micro à madame? Là, parce que ça m'évitera de me casser la jambe. On peut faire un deuxième micro s'il y a besoin. Bonjour Thomas, Marie-Sariane Bruxelles, je suis avocate de formation en nouvelles techno. J'ai créé aussi une entreprise dans l'IA pour faire de l'assistance aux entreprises, une entreprise d'assistance qui met au cœur de l'IA l'humain, donc c'est des vraies personnes derrière, mais qui travaillent avec l'IA pour aider les clients. Et derrière, j'ai fini par me présenter pour dire que, fort de tout cela, j'ai décidé aussi de m'intéresser aux jeunes professionnels qui, dans toute cette transformation numérique, se perdent en matière d'emploi. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Karima Institute avec deux autres cofondateurs, et on essaie d'emmener les grands, on va dire ceux qui savent, les confirmés, et d'autres professionnels qui sont un peu plus avancés sur leur poste, pour les aider à trouver du travail, leur apprendre les codes de cette nouvelle société qui est en train de grandir. Et vous avez dit quelque chose qui m'a intriguée et qui m'a plu aussi. Vous avez dit que maintenant, pour tous ceux qui font du codage, donc on va dire les secteurs métiers spécialisés, pour les développeurs aussi, je suppose les ingénieurs, avec l'IA, c'est des personnes augmentées, donc ils font que de la relecture maintenant. De code. Enfin, pas dans que, certaines équipes, je voudrais pas faire survendre où on en est. Mais grosso modo, voilà, dites-moi si je me trompe, mais ils se concentrent vraiment sur la relecture et avec leur expertise, de voir où sont les erreurs. Oui. Pour certaines tâches. Donc, ce qui signifie que vous recruteriez maintenant, est-ce que ça signifie que vous recruteriez maintenant que des personnes confirmées, ou les jeunes professionnels qui ont 1 an, 2 ans d'expérience et qui sont juniors sur leur poste vont s'y perdre? Est-ce que vous allez les embaucher? Comment vous allez les intégrer à toute cette... Alors nous, on a...
Alors, on avait déjà historiquement une pratique qui était, soit on prenait les jeunes en alternance, pour en fait les former et vraiment les embarquer, soit si on avait tendance à aller chercher, quand on prenait des personnes en externe, plutôt déjà confirmées, notamment si on est dans un environnement de développement qui sont assez complexes. On a un système qui est un système avec son historique, qui du coup en fait demande déjà des compétences plutôt affirmées. Moi, je suis assez, il y a évidemment une phase de transition qu'il va falloir gérer, mais je pense que d'ici quelques années, le travail de développement sera assez différent du travail qu'on a connu. Mais de la même façon que quand vous avez eu un passage des langages bas niveau au langage plus haut niveau, en fait, le type de média était différent. Quand vous êtes passé de l'assembleur au C, si on fait un peu d'historique, en fait, vous êtes passé dans un système où le métier était plus du tout le même. En fait, ce que vous codiez était plus du tout le même. Moi, j'ai démarré, mes premières lignes de code sérieuses, je les ai faites en C. On se posait des questions de comment on gérait les pointeurs et où est-ce qu'on faisait les accès de mémoire. Enfin, aujourd'hui, plus personne, les jeunes qui arrivent chez nous, même bien formés, ils se posent plus la question de savoir comment on fait des appels mémoire, on doit bouger les pointeurs comme on le faisait à l'époque du C. Donc en fait, je pense que là, le geste métier va changer. Et donc, il va être davantage tourné sur la question de la valeur. C'est-à-dire, en fait, quelque part, la distinction qu'on a aujourd'hui entre le product et la tech, à mon avis, va se décaler. En fait, la partie produit et métier va être encore plus tournée sur le lien entre ce qui est fait et la valeur pour le client. Et la tech va remonter, en fait, là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'exécution, on va être davantage dans une logique de conception. On va plus, et moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que ma tech soit davantage en proposition de solutions techniques, plus qu'en développement. J'ai des équipes où c'est quasiment l'équipe, le product manager qui fait des spécifications techniques et à la fin, les devs développent. Bon, aujourd'hui, je vois bien qu'avec l'IA, on va être capable de faire remonter cette frontière-là, là où elle devrait être. C'est-à-dire remettre, du coup, parce que du coup, quand le product manager il fait les specs techniques, il n'est pas en interview client et il n'est pas sur les sujets de modélisation sur la valeur. Donc en fait, on va réallouer les fonctions. Après, est-ce que tout le monde aura envie de le faire? J'en sais rien. Je pense que les développeurs qui sont très confortables avec le fait de recevoir des specs techniques et de faire leur développement dans leur coin. Bah, eux, il faudra probablement qu'ils changent de métier. Mais c'est pas un problème de compétence. C'est juste que c'est un problème de est-ce que vous avez envie, et j'ai beaucoup aimé dans la discussion. En fait, la question du collectif, c'est quelque chose d'absolument critique, en fait. Là où nos entreprises pèsent, c'est pas sur les compétences individuelles, c'est sur comment est-ce qu'on se passe le ballon d'une équipe à l'autre. Donc en fait, dans le monde de demain, comme le geste technique sera un peu plus délégué, tout comme aujourd'hui vous avez besoin de gens qui vous gèrent les mémoires et qui font de l'assembleur, en fait, vous avez besoin de personnes qui par contre comprennent bien où sont les attendus et où est-ce qu'on crée de la valeur, où est-ce qu'on la détruit. Donc ça, je pense que ça va faire évoluer. Et du coup, moi, mon espoir, et je pense que quand j'entends, je suis quand même assez plein d'espoir, la table ronde précédente, c'est qu'en fait les écoles en ont confiance. Donc en fait, on va avoir aussi des professionnels qui vont arriver, qui vont être habitués à utiliser ces outils-là. Et aujourd'hui, vous changez complètement même la logique de travail. Jusqu'à présent, quand on voulait faire un test, il nous fallait presque 3 mois. En fait, l'agence, c'est un bon exemple. Quand on avait une idée de nouveaux modèles de machine learning, vous preniez 2 data scientists, vous les mettez dans une salle pendant 3 mois, ils faisaient les extractions de données, l'entraînement du modèle, etc. Et 3 mois plus tard, on savait si on avait eu raison d'investir 6 mois hommes de data scientists, ce qui n'était pas le truc le moins cher que j'ai dans la boîte. Aujourd'hui, vous êtes capable en 48 heures de faire un POC, voire même parfois en 2 heures de faire un test, de voir s'il y a un potentiel que ça puisse marcher. En fait, ça accélère le rythme de l'innovation. Et donc je pense que les gestes métiers vont être différents, mais je ne vois pas en quoi ça serait réservé à des profils expérimentés. Par contre, c'est sûr que si vous faites du développement informatique, parce que vous vous dites que c'est un job, vous aurez besoin de parler à personne, on va vous livrer des tickets à livrer, vous allez écrire votre code et que vous allez vivre tranquille comme ça pendant 45 ans, un conseil, choisissez une autre voie. L'esprit de collaboration. Un beau message. Merci. Ça répond à votre question, madame? Super. Est-ce qu'on prend... J'ai le micro ici. Ah pardon, excusez-moi. Là devant. Ah pardon, madame. Pardon. Et après, on passera le micro par ici, si vous voulez bien, comme ça on gagne un peu. Je profite de cette perte de l'esprit de collaboration pour poser ma question. Donc, je suis Florence Larigauderie, je suis indépendante et je travaille pour l'INSEAD avec certains professeurs bien connus sur l'intelligence artificielle comme Theodoros Evgeniou et Fadi Spirana. Et ma question, c'est finalement, pour vous en tant que PDG, c'est quoi votre, en termes de leadership, en termes
de façon d'organiser finalement l'entreprise au fur et à mesure de toutes les avancées dont vous avez parlé, et justement en gardant ce focus client sur lequel vous avez beaucoup insisté, finalement en termes de réflexion et d'action, et ce que vous avez déjà fait et ce que vous imaginez devoir faire en termes de leadership, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous sans trahir de secret? Alors, du leadership. Alors, c'est des choses, en fait, merci beaucoup, mon enfant était assez court, donc je suis concentré sur ce qu'on appelle nous la transformation technologique et IA. Aujourd'hui, du coup, on a 3 transformations vraiment en parallèle. On a une transformation de business model, parce qu'en fait, on a accéléré notre bascule vers le modèle marketplace pour des questions de profitabilité. On a, pour le coup, eu quasiment un retournement, on va dire, pour 2022 et 2024. Donc, on est de nouveau en croissance depuis fin 2024. Après des années compliquées. Donc, c'est notre première grosse transformation. La deuxième, c'est une transformation culturelle. On avait une culture historiquement très verticale, très top-down. Et moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans, j'étais convaincu que c'était un modèle qui n'était pas un modèle gagnant dans un univers numérique très dynamique avec beaucoup d'enjeux d'innovation. Pour le coup, on a une transformation culturelle extrêmement forte qu'on mène depuis 2 ans, qui est inspirée des modèles Lean et Toyota. Et notamment en s'inspirant beaucoup de ce que c'est une russe comme Aramis Auto. Enfin, les boîtes qui nous inspirent là-dessus, c'est Aramis Auto, Conto, qui sont des boîtes en fait qui ont réussi à construire une vraie logique de responsabilité, j'allais dire décentralisée, déconcentrée dans les équipes, et avec du coup un rôle du management qui a un rôle d'appui, d'accompagnement, et par contre qui est très exigeant sur la qualité de la réflexion et la qualité du regard tourné vers les clients. En fait, moi, quand je viens voir une équipe, et du coup, ça m'occupe parce qu'en fait, j'y passe entre 2 et 3 demi-journées par semaine. Donc, typiquement, j'étais cette semaine dans l'équipe qui a monté notre première usine d'IA sur de la refonte de Legacy. En fait, j'ai 1h30 de discussion avec eux sur, en fait, en quoi ce que vous faites est important pour les clients, en quoi c'est aligné avec notre stratégie, quels sont les problèmes que vous rencontrez, et en fait, comment vous résolvez les problèmes que vous rencontrez. Et avec cette idée, si les équipes, elles ont le regard tourné vers les clients, qu'elles posent les problèmes de la bonne façon, qu'elles font des tests rapides pour confirmer leurs hypothèses, après elles peuvent décider, elles ne feront pas de bêtises. Et donc vous n'avez plus besoin d'avoir une structure hiérarchique qui fait tout remonter dans le bureau du PDG pour prendre des décisions. Et là où c'est extrêmement intéressant, parce que quand on a lancé, on n'était pas encore dans cette accélération qu'on voit sur l'IA, c'est qu'en fait l'IA générative, ça m'arrive de dire qu'elle n'est jamais un palliatif à l'incompétence. C'est-à-dire que croire que l'IA va vous remplacer et va vous aider là où vous n'êtes pas bon, c'est complètement faux. Le meilleur test, c'est prenez un sujet dont vous considérez que vous êtes expert, vous posez une question à votre LLM préféré. En général, la réponse va être très médiocre. Mais dites-vous que c'est pareil même quand vous n'y connaissez rien. Donc en fait, quand vous allez sur le terrain et que vous discutez avec les équipes du geste qu'elles font, de quelle est la dernière erreur qu'elles ont faite qui a posé un problème, et du coup qu'est-ce qu'ils ont changé pour que ce problème-là se passe, en fait vous leur faites monter leur niveau de compétences techniques, et du coup c'est exactement ce dont vous avez besoin pour éduquer et former et structurer les IA. Quand on fait une usine de développement logiciel, la première question que vous avez, le premier problème sur lequel vous butez, c'est qu'en fait il y a plein de connaissances implicites qui sont tellement portées par vos équipes seniors, qui du coup leur servent quand elles font de la relecture de code, qui leur font dire aux petits juniors non mais c'est pas comme si, c'est comme ça. En fait, il faut leur faire sortir ça de la tête pour que du coup, ce soit dans les règles explicites que vous donnez à votre agent. Et donc, plus vous êtes fort sur votre métier, plus vous êtes explicite dans votre savoir interne, plus vous allez être capable d'activer et d'utiliser l'effet de levier de l'IA. Et donc, en fait, vous êtes obligé d'avoir un leadership qui part du terrain, parce qu'en fait, le savoir-faire technique, il est sur le terrain. Et donc, pour le coup, croire qu'on va utiliser l'IA comme un super outil de contrôle, pour moi, le pire qu'on puisse faire, c'est d'avoir des systèmes d'IA qui sont pensés comme des super ERP. J'espère que personne ne veut trop d'ERP dans la salle. Mais en fait, il n'y a rien de pire que ça. Par contre, si vous le faites comme un outil, j'allais dire d'empowerment, en très bon français, mais excuses le lieu, de vos équipes opérationnelles, et d'en faire un élément d'accélération, d'automatisation, de renforcement de la compétence technique dans les équipes, en fait, vous êtes capable de faire des choses absolument. Et donc, en fait, je suis convaincu que le modèle de leadership, et c'est pour le coup, quand je discute avec le patron de Conto, par exemple, qui est à la fois sur ces sujets de transformation en ligne et ces IA où ils sont hyper en avance, en fait, on voit bien que c'est 2 transformations qui se renforcent mutuellement. Ça répond à votre question ? Bon.
Tu as bien fait de me regarder pour les ERP. Néanmoins, c'est un sujet en soi. On peut en parler pour une autre fois. très longtemps et ça se transforme aussi. Bon, on a un gros ERP qui nous sert à plein de trucs pour tenir la compta, c'est important. Se transforme aussi. Allez, on va terminer avec une dernière question. Cyril, si tu veux bien, tu as le mot de la fin. Oui, Cyril Duplessis, mon Thomas, on se connaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'animateur du podcast Digital Doers. Une question me vient quand je t'écoute. Tu as parlé de la transformation des organisations. C'est-à-dire en quoi l'IA et les LLM viennent modifier l'organisation, en l'occurrence chez Cdiscount. Il y a une autre modification qui se fait, c'est dans la délégation du parcours client auprès des fameux LLM. Et ça aussi, ça remet en question bien des stratégies, puisque vous n'êtes plus complètement maître de la façon avec laquelle le consommateur vient... On était déjà plus beaucoup. Hein. Ouais, là, peut-être encore moins. Alors non, mais voilà, il y a une discussion qui se fait en amont de l'expérience client sur le site ou sur le mobile. Comment tu perçois ces évolutions-là et comment tu les anticipes? Alors, sur la question du parcours client, nous on distingue trois grandes dimensions pour structurer la pensée. La première, c'est quand le client en fait a une intention d'achat un peu large, mais qu'il n'est pas très clair sur ce qu'il veut. C'est est-ce qu'il faudrait pas que je change la machine à laver, ou est-ce que il faudrait pas est-ce qu'on pourrait pas trouver une aire de jeu ou un spa pour le jardin. Donc là, il y a une phase d'exploration assez large. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase de comparaison des produits. Donc en fait, quand vous avez à peu près compris quels étaient les critères de qualité, les trucs importants pour vous, vous allez vous dire c'est quoi les produits qui répondent. Et après, vous avez une troisième phase qui est la concrétisation de l'achat. Nous, historiquement, on est quand même plutôt fort sur l'étape 2 et l'étape 3. Et donc, l'étape 1, c'est un endroit où, historiquement, Cdiscount est assez peu présent. Et du coup, ça a un côté rassurant parce que c'est là où les LLM sont bons aujourd'hui. Donc en fait, pour l'instant, là où les LLM sont pertinents, c'est-à-dire, vous avez une question et vous voulez comprendre les trucs importants, mais je vous rappelle, je vous donne mon point initial, si vous connaissez rien à un sujet dont vous voulez faire un achat important, je vous conseille de vous documenter un peu plus que via les LLM. Probablement, vous apprendrez le truc à d'autres endroits. Mais en tout cas, sur cette première phase d'exploration, les LLM sont là, vont venir, je pense, se challenger des sites qui sont des sites plutôt de conseils, etc. Et donc là, la question qu'on a, c'est comment est-ce qu'on est déjà un peu présent à ce niveau-là. Le deuxième, c'est quand vous commencez à avoir une idée, vous voulez avoir des listes de produits, voire même des listes de produits et sites où vous pouvez aller acheter. Et là, pour le coup, c'est tout le travail qu'on fait, ce qu'on appelle en GEO, donc Generative Engine Optimization, inspiré de ce qu'on fait sur Google, parce que la réalité, c'est que les étapes 1 et 2, elles étaient déjà faites en grande partie chez Google aujourd'hui. Hein, donc quelque part, on change le maître chanteur, mais on ne change pas fondamentalement le modèle. Le sujet, effectivement, là, c'est comment est-ce qu'on est présent. Et en fait, nous, on a mis en place une équipe qui était historiquement l'équipe qui faisait notre référencement sur Google, qu'on a renforcé, qui fait aussi le référencement dans les moteurs conversationnels. Et on va tester 3700 prompts chaque semaine pour voir si on sort sur telle ou telle requête. Que ce soit des requêtes très génériques, je cherche une aire de jeu pour enfants, c'est quoi les modèles intéressants, voilà. Ou des choses beaucoup plus spécifiques, j'ai telle panne avec ma machine à laver, qu'est-ce que je peux faire? Pour voir en fait à quels endroits du parcours client on peut nous recommander. Et après sur le troisième volet, qui est vraiment et c'est aussi pour ça qu'on a développé notre app pour ChatGPT, pour en fait être présent et que ChatGPT puisse du coup nous appeler en temps réel. Et ça, c'est une amélioration par rapport à ce qu'on fait sur Google. Sur Google, on est toujours avec une donnée qui est un peu froide. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, on est sur un appel à chaud, donc on voit quand on est appelé, on voit ce qu'on répond, on voit si le client va là. Donc en fait, il y a quand même des éléments positifs dans cette mode d'articulation-là. Et puis enfin, sur la partie de conversion, là, pour le coup, nous, on est convaincus que c'est pas demain que les LLM seront capables de reproduire la richesse qu'on propose en termes de mode de livraison, mode de paiement, fidélité. Donc en fait, sur cette troisième brique, d'ailleurs on voit qu'OpenAI est plutôt en train de revenir en arrière, on m'a jamais été très inquiet sur la troisième. Par contre, effectivement, on surveille les deux premières, mais aujourd'hui, on est convaincu que ce qui fait notre différenciation, c'est la qualité de notre offre, c'est de continuer à enrichir l'expérience client sur notre site, parce qu'en fait, si demain j'ai capable de faire une expérience de recherche, mes clients fidèles ils viendront chez moi faire l'expérience de recherche. Et puis, il y a la relation de confiance qu'on tisse avec nos clients, qui en fait permet, parce qu'en fait ils nous connaissent, parce qu'on les sert bien, parce qu'on leur assure des produits de qualité. Et ça, c'est un travail qui en fait sera jamais fait par un LLM, et sur lequel on est convaincu qu'on est les meilleurs, parmi les meilleurs en France, et on va continuer à l'être.